Salutations à vous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour un thread d'horreur. J'ai 3 petites histoires trouvées sur Reddit qui vont monter crescendo. Frère, vous n'êtes pas prêts. Du coup, assoyez-vous et éteignez les lumières, ou pas. La première histoire est celle de Victoria et de son amie Clara. Elle nous dit que l'histoire s'est déroulée quand elle était en 6e, en 2020 ou 2021. C'est très récent, c'était un mercredi et elle a fini les cours à midi plutôt que prévu. Et comme sa mère travaille jusqu'à 17h, elle était obligée de prendre le bus. Mais avant de prendre le bus, elle demande à son amie Clara de venir avec elle chez elle. Et elles prennent le bus ensemble. Elles descendent du bus et commencent à marcher jusqu'au bout du chemin, où elles peuvent soit continuer tout droit ou tourner à droite, prendre un raccourci. Évidemment, elles prennent le raccourci. Quand elles commencent à marcher dans ce chemin, Victoria a un mauvais pressentiment. Elle dit qu'elle se sent observée et son instinct lui dit de se retourner. Elle se retourne et voit une camionnette. Vraiment le gros cliché quoi. Elle nous dit qu'elle connaît très bien les environs et les habitants de l'endroit où elle habite et il n'y a personne qui possède une camionnette blanche. Et ce qui l'interpelle aussi, c'est qu'au bout de ce chemin, il y a un gros rocher, donc les voitures ne peuvent pas circuler dans ce chemin. Et tous les habitants de son quartier connaissent qu'il y a un rocher en plein milieu de la route. Elle se dit que c'est peut-être un nouveau voisin, sauf que ce mauvais feeling était encore là et son cœur a commencé à s'accélérer. Elle nous dit que c'était comme si son instinct lui hurlait de courir. À ce moment-là, elle se retourne et elle voit la camionnette s'accélérer. Elle donne un coup de coude à son amie Clara en lui disant d'accélérer le pas. Évidemment, Clara, elle comprend pas, elle rigole et Victoria lui dit de se retourner. Et elle dit « Ah ouais, une camionnette, oh là là, c'est une camionnette quoi ». Et Victoria lui dit qu'il n'y a jamais de camionnette dans cette rue. Victoria décide de prendre Clara par le bras et de taper son meilleur sprint de toute sa vie. Elles arrivent au niveau du rocher. Évidemment, elles se mettent derrière ce rocher. Elles regardent une dernière fois la camionnette qui est à 1 mètre d'elles et elles voient un mec qui les fixe et qui lâche un grand sourire malsain avant de redémarrer sa camionnette et de partir. Elle nous dit aussi qu'actuellement elle a un peu le seum de ne pas avoir pris la plaque d'immatriculation de ce gars et qu'elle n'a pas porté plainte car bon, en soi le mec il a rien fait, il a juste poursuivi les 2 jeunes filles quoi. La deuxième histoire parle d'un groupe d'amis qui part en vacances. En plein vacances d'été, un groupe de 3 amis décide de partir afin de profiter de leur été, de se retrouver et de se reposer. Tous sont d'accord pour aller sur un bateau d'un des parents à eux, sur un lac connu dans leur région. À leur arrivée, Amanda, Marcus et Will préparent la mise à l'eau du bateau. Lorsqu'ils sont interrompus par un homme très jovial et venant d'un groupe de vacanciers qui vient les accoster. L'homme les souhaite la bienvenue sur le lac et leur offre des gâteaux et de la bière faite maison. Voyant cet homme très accueillant et gentil, ils n'ont pas voulu le blesser et ont accepté ce présent. Maintenant que leur bateau est prêt à partir,
Ils se précipitent pour se trouver au milieu du lac. Après plusieurs minutes, leur objectif est atteint. Ils sont en plein milieu du lac et peuvent contempler son immensité. Ce jour-là, le temps est agréable. Le soleil est présent avec un peu de vent pour rafraîchir un peu l'air et aucun nuage à l'horizon. Marcus jette l'ancre du bateau et tous les trois sautent dans l'eau et partent nager aux alentours. Ils ont passé la majeure partie de la journée à nager autour du bateau, à visiter une petite île non loin du milieu du lac, à manger et profiter des gâteaux et de la bière faite maison offerts par le vacancier. Arrive l'heure du repas. Amanda et Marcus sont repartis vers le bateau, mais Will préfère encore un peu rester dans l'eau car il n'a pas très faim vu tout ce qu'il a mangé dans la journée. Quelques minutes plus tard, il sort de l'eau pour aller se reposer sur la petite île, mais il ressent une douleur aiguë dans son oreille droite. Will se sent alors de plus en plus fatigué et finit par s'écrouler sur le sable. Will reste dans les vapes jusqu'à ce qu'il soit réveillé par un cri familier, celui de l'un de ses amis. Il tente bien que mal de se lever malgré ses vertiges et regarde en direction de l'eau. Cependant, la nuit est quasiment tombée, il n'arrive pas à distinguer grand-chose à part des grands gestes dans l'eau accompagnés de cris. Will finit par comprendre que l'un de ses amis est sûrement en danger et s'avance de plus en plus vite vers l'eau malgré l'obscurité. À peine les pieds dans l'eau, Will se sent repartir et tombe dans les vapes. Il essaye de résister et de ne pas perdre de vue les grands gestes de son ami dans l'eau, mais il finit par s'écrouler en voyant difficilement, pour la dernière fois, un homme s'approcher de lui avec un grand sourire et quelque chose à la main. Lorsqu'il ouvre les yeux, Will se retrouve à l'hôpital et les médecins lui expliquent ce qui lui est arrivé. Il apprend qu'il a été empoisonné lors de sa virée en bateau avec ses amis et il questionne les médecins sur l'état de santé d'Amanda et de Marcus, et l'un d'eux lui annonce difficilement que ses deux amis n'ont pas survécu et qu'ils sont morts de noyade, très certainement à cause du même poison qu'il a ingurgité. Il est le seul survivant de ce poison grâce à un mystérieux coussin flotteur qui lui a maintenu la tête hors de l'eau et lui a évité la noyade, mais également à d'autres vacanciers qui ont entendu les cris d'Amanda et de Marcus lors de la noyade, mais qui sont arrivés trop tard. Voici la troisième et dernière histoire qui est celle de Youssef, qui nous dit que l'histoire s'est déroulée quand il avait 15 ans, mais que tout a commencé quand il avait environ 4-5 ans. Il habitait dans un appartement en bordure de forêt en région parisienne. Il ne se souvient pas beaucoup de cette période, mais sa mère lui disait qu'il se plaignait souvent de voir une grande silhouette noire faire des allers-retours entre sa chambre et la chambre de ses parents. Il se souvient particulièrement avoir vu des objets bouger. Et une nuit, il se souvient s'être réveillé et avoir aperçu son bac à jouer placé au-dessus de son armoire, tomber en faisant un bruit assourdissant et s'être déplacé en lévitation jusqu'au salon. Ce bac a donc traversé sa chambre, le couloir et le salon. Ses parents furent alertés par le bruit et se réveillèrent pour lui demander ce qui se passait. Il était tétanisé pendant de longues minutes tellement il était effrayé et il ne sait pas encore pour quelle raison. Il avait expliqué à ses parents qu'il voulait juste jouer dans le salon avec ses jouets et que sans faire exprès, il a fait tomber le bac à jouer. Sa mère a rangé ses jouets et il s'est rendormi. Les jours passent
avec toujours cette impression que des personnes étaient chez lui et qu'il déplaçait des objets quand il le voulait. Il faisait régulièrement des cauchemars où il voyait de sortes de monstres le tourmenter, lui et sa mère. Ces monstres-là apparaissaient toujours sous la forme de son père. Les années sont passées et il a déménagé dans une autre ville. Rien d'étrange à signaler, il a vécu le reste de son enfance paisiblement. Vers l'âge de 14 ans, il commence à tomber dans une dépression profonde suite à un harcèlement. Il a donc commencé à avoir des accès de colère, il se coupait de la société et il dit qu'il ressemblait de plus en plus à un monstre. Ses parents s'inquiétaient beaucoup, mais pensaient que cela était dû à sa dépression et qu'il faisait une crise d'adolescence. Ces crises s'accentuaient au fil des jours jusqu'à ce que ses parents décident de l'emmener aux urgences psychiatriques. Ses parents couillent là. Quelques jours après, ils lui font savoir que son état psychologique est déplorable et qu'il était vraiment au fond de lui, à deux doigts d'assassiner des personnes, car il avait ce besoin de tuer des gens. What? Il est diagnostiqué schizophrène et on lui donne un traitement, mais rien n'y fait. Il souffre encore plus et il est victime de convulsions et il a des moments où il délire complètement. Ses parents sont exténués. Il décide donc de prendre contact avec un imam exorciste. What? Les premières séances avec lui sont quasi normales, à part quelques convulsions, rien de trop grave. Et dans la nuit du dimanche au lundi, il avait fait un cauchemar où il avait assassiné toute sa famille. Il se réveille en sueur, mais il décide quand même d'aller au lycée le lendemain. Il avait constamment une douleur inexpliquée au cœur et une voix dans sa tête qui lui disait de prendre un couteau et d'assassiner le premier qui croise son chemin. Il nous dit qu'il commence à faire une crise de possession démoniaque devant toute la classe. Les pompiers qui viennent le secourir sont confus et ne savent même pas quoi faire. Il se réveille quelques heures à l'hôpital et ressort 2 jours plus tard. Et là, ça devient vraiment hard. Il sent une entité parler à sa place. Dans une langue ultra bizarre, on dirait de l'hébreu mélangé à de l'arabe ou un truc du genre. Il commence à crier et à s'attaquer à ses parents. L'imam vient en urgence ce jour-là pour terminer l'exorcisme et le démon lui dit tranquillement en français « Je suis... » je dirais pas son nom parce que je sais pas si ça existe ou pas. « Je suis Youssef, je suis avec lui depuis la grossesse de sa mère. Il est mon esclave et je suis son esclave. » Il nous dit qu'à ce moment-là, il est limite en mode spectateur dans son propre corps. Le gars bouge à sa place et parle à sa place. Sa mère, elle sort de chez eux en pleurant. Son père est choqué, il ne sait même pas quoi dire. L'imam ne se laisse pas impressionner, il est déterminé, il continue son exorcisme et pendant ce temps, Youssef voit son corps se tordre à l'extrême. L'imam ordonne au démon de se convertir à l'islam ou à partir de son corps, sinon il le brûlera avec les paroles du Coran. Le démon ne veut rien entendre, pour lui c'est son corps et il restera là pour toujours. Les séances se succèdent, les crises de possession aussi. Youssef, dans sa tête, il se croyait dans l'exorciste ou conjuring. Au final, il a été partiellement guéri, même s'il lui arrive rarement de faire quelques crises de ce genre. Sa mère lui a avoué quelque temps après qu'elle fut victime de sorcellerie durant sa grossesse. Donc c'est peut-être ça qui a causé cette possession. Et ils ont su, grâce à des anciens voisins, que l'appartement qu'il habitait
quand il était petit, eh ben, il était apparemment hanté et que 4 familles après eux se sont installées dans cet appartement. Ils ont tous fini par le fuir. D'ailleurs, à l'heure où il écrit ce thread, l'appartement en question est encore vacant puisque personne ne veut y habiter suite aux histoires liées à ce logement. Aujourd'hui, il a 20 ans et il vit sa vie d'étudiant en Sciences Po normalement. Et cette expérience lui a quand même marqué, ainsi que sa famille et ses amis qui ont été témoins de plusieurs de ces événements. Waouh, cette dernière histoire m'a envoyé à Tataouine les bains. En tout cas, j'espère que ces threads horreur vous ont plu. On se donne rendez-vous dimanche 13h pour une prochaine vidéo. Et bien évidemment, pour ne pas rater la prochaine vidéo, abonne-toi et active la cloche. Ça casse pas 3 pattes à la mère Michel et ça soutient mon travail. Sur ce, peace and love, prenez soin de vous et n'oubliez pas de checker sur votre armoire ce soir. On ne sait jamais. His heart is cold, his lungs are